On décrypte le monde et on décrypte la guerre en Ukraine qui semble évoluer. Après des semaines, voire des mois de siège, l'armée ukrainienne abandonne la ville de Severodonetsk. On est vraiment bien au bout du Donbass, cette région, cette vallée du Don. On en parle avec notre invité sur Sud Radio, le général Dominique Trinquant. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Je le disais, les Ukrainiens évacuent Severodonetsk, alors même d'ailleurs que les Russes ont réussi, semble-t-il, une double percée au sud de cette ville dans les jours qui ont précédé. Que se passe-t-il? Est-ce que les Ukrainiens sont en train de s'effondrer? Alors non, pas forcément en train de s'effondrer complètement. Il s'agit à Severodonetsk de la dernière ville de l'oblast de Louhansk, dont le gouverneur avait dit il y a déjà 3 semaines qu'il ne pouvait pas tenir sur cette position. Je pense qu'il y a eu une lutte d'influence entre, le commandement sur le terrain et Kiev, qui a voulu, comme à chaque fois, faire de cette ville un symbole de la résistance. Or, c'était indéfendable. Et donc, la décision sage a été prise, mais peut-être trop tard, d'évacuer Severodonetsk, parce que les hauteurs juste à l'ouest, les Izium, c'est là que pouvait se passer le combat. Mais depuis, les Russes réussissent d'autres percées plus à l'ouest et risquent en fait d'encercler les 9000 hommes qui sont dans cette poche entre Severodonetsk et les Izium. 9000 hommes, ce qui est considérable à l'échelle de l'armée ukrainienne. En plus, ce sont des hommes qui se battent depuis des semaines, des forces assez aguerries. Est-ce qu'on a une idée des pertes ukrainiennes et russes sur les dernières semaines ? Alors, sur les pertes russes, c'est assez difficile parce qu'évidemment, les Russes ne publient aucun chiffre. Alors que du côté ukrainien, le président Zelensky avait annoncé qu'il avait beaucoup de pertes et on pense que les chiffres sont quasiment de 300 hommes par jour qui sont perdus. Voire parfois, les Britanniques ont annoncé 500. Donc, ça fait beaucoup de pertes dans cette région. Alors que la défense est à organiser pour que la ville suivante, Kramatorsk, qui est plus à l'ouest, elle ne tombe pas. Et donc l'organisation de sa défense nécessite la concentration de tous les moyens ukrainiens, qu'ils soient en hommes ou en matériel, avec les nouveaux matériels qui leur sont livrés. Alors depuis des mois, on sait que les Russes tentent d'opérer de vastes manœuvres de tenaille pour encercler des parties importantes de l'armée ukrainienne. Est-ce qu'ils risquent de finir par y arriver ? Mais là, actuellement, ils sont en train d'y arriver dans la région de l'oblast de Louhansk. Severodonetsk tombé, oui. La ville de Lysychansk qui est probablement le prochain objectif. Et là, on voit très bien sur les cartes la tenaille un peu plus à l'est, un peu plus à l'ouest, qui se referme. Donc oui, cette manœuvre de tenaille progressive est en train d'atteindre ses objectifs. Alors, on a vu beaucoup de renforts arriver en Ukraine, en particulier du matériel. On peut reparler des quelques canons César français. Comment expliquer que malgré tout, l'armée russe finisse par fonctionner comme un rouleau compresseur ? Alors parce qu'ils suivent leur méthode, c'est-à-dire qu'ils engagent peu de soldats au sol parce qu'ils en ont peu, c'est la faiblesse russe, ils ont peu de ressources à consacrer. On voit bien à Severodonetsk qu'ils ont rasé la ville et l'infanterie s'est très peu engagée. Mais les Russes ont cette difficulté à progresser autrement. Donc ils progressent lentement, mais j'allais dire sûrement. En bombardant massivement. Ouais, du côté ukrainien, le problème c'est que là, entre le moment où on annonce l'arrivée de l'armement et le moment où il arrive, il se passe beaucoup de temps. On parle des lance-roquettes multiples, il a fallu 1 mois globalement pour les amener sur le terrain, et en nombre limité. Donc c'est la coordination de tous ces moyens qui est nécessaire, et c'est très difficile à réaliser, et en tout cas ça ne peut pas se réaliser sous le feu ennemi. Donc il s'agit à chaque fois de pouvoir installer une ligne de défense avec des moyens coordonnés dès qu'ils arrivent. Et en tout cas, vous parliez de 9000 hommes qui risquaient d'être encerclés dans une poche un peu à l'ouest de Severodonetsk. Est-ce que l'armée ukrainienne pourrait se relever d'une telle perte ? L'armée ukrainienne, contrairement à l'armée russe, a de grosses ressources parce qu'elle a annoncé la mobilisation générale. Elle a plus d'1 million d'hommes disponibles, alors que la Russie, pour l'instant, se refuse à le faire parce que ça voudrait avouer qu'il y a une guerre en Ukraine. Or, comme vous le savez, ça n'est qu'une opération spéciale. Et la Russie doit montrer qu'elle est puissante sans entrer en guerre. Donc, faire croire qu'elle gagne sans effort.
Et exactement. Donc on est un peu dans cette alternative, faire croire qu'elle gagne sans effort, alors que les efforts sont considérables en fait. À la fin du mois de mars, les Russes avaient revu leurs objectifs à la baisse, on l'a beaucoup dit, finalement, soi-disant libérer le Donbass, c'est-à-dire cette région-là. Malgré tout, il y avait 4 villes importantes qui étaient tenues encore par les Ukrainiens, Slaviansk, Kramatorsk, Lysychansk et Severodonetsk. Il n'y en a qu'une seule qui est à peine en train de tomber alors qu'on est bien à la fin du mois de juin. Quel est le bilan pour vous de cette deuxième phase de la guerre russe ? Le bilan, c'est que progressivement, les Russes continuent à avancer quand même. Et donc, la fameuse libération du Donbass, ils pourront probablement l'annoncer à l'automne. Mais vous voyez qu'on n'est pas arrivé. Hein. Ça fait 4 mois que la guerre a commencé. La planification russe marque le mois d'octobre comme l'objectif à atteindre, c'est-à-dire avant que l'hiver ne commence à arriver. Voilà, donc c'est une progression lente et pour les Ukrainiens, le problème est de savoir comment résister en sauvant le maximum d'hommes pour assurer la résistance. Donc c'est l'alternative entre défendre du terrain et concentrer des moyens. Et de continuer la guerre de communication qu'ils ont très bien fait jusqu'à maintenant, en montrant que les territoires conquis restent des territoires ukrainiens. Je veux parler en particulier des opérations de maquisards, des attaques qui sont fomentées dans le cas, par exemple, de Kherson, où il y a des bureaux qui sont attaqués, des attaques qui ont lieu par la résistance ukrainienne. Il faut d'une part résister à l'avance russe et d'autre part montrer que même si les territoires sont conquis, ils restent ukrainiens et résistent. Dernière question. Mon général, on parle souvent de l'hiver russe, on parle souvent de l'effet des saisons, on approche de l'été. L'été, il n'y a pas de boue, contrairement au printemps, il n'y a pas non plus de glace. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à un retour de la guerre de mouvement ? Écoutez, cette fin de la boue, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que ça a commencé. Mais vous avez raison de le souligner parce que quand on regarde le terrain entre Lysychansk et Kramatorsk, c'est ce qu'on appelle en termes militaires un billard. Il y a des grandes plaines et effectivement, on peut pas mal se déployer. Mais encore une fois, les Russes ont du mal à le faire. Parce que d'abord les missiles anti-chars et la résistance anti-chars ukrainienne est extrêmement efficace et parce qu'ils ont peu de personnel à envoyer à l'assaut. Donc je pense qu'ils vont continuer à matraquer par l'artillerie et à fermer leurs pinces au fur et à mesure pour essayer d'encercler les forces ukrainiennes. En avançant très lentement mais de manière implacable, tout en finissant par régner sur un désert. Merci beaucoup mon général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies.